Vous comprenez que quand on commence en retard le matin, il y a de grandes chances qu'en fin de journée, qu'il y ait un ou deux chantiers qu'on n'ait pas pu faire. Quand on prend un job, c'est pour arriver à l'heure, c'est pour faire correctement son travail. Recadrage des troupes ce matin, dans l'entreprise de Thierry Pétamant. Vous les avez tout le temps? Il n'est pas content et il veut que ça se sache. Les 20 minutes de retard, en termes d'image pour le client, c'est pas bon du tout. Oui. Et s'il y a bien un point sur lequel il ne transige pas, c'est la ponctualité. Ça tombe bien, on est en train de parler d'être à l'heure. Ouais, mais... Mais quoi? Ouais, c'est la question. Il y en a qui respectent, Ouais, mais ça va. d'autres ne le font pas encore. Et je vous le dis, respectez. C'est... À sa droite, Rachid, son chef d'équipe. Il a la lourde tâche de faire respecter les consignes du patron à la lettre. Voilà, Alex, il faut qu'il soit là le matin. Tu laisses pas les chiffons partout. Il faut bien organiser, bien efficace. Ok. Bonne fin d'après-midi. À plus. T'as oublié un chiffon là-bas. Ah oui, il faut. La mission de Rachid, veiller à ce que toutes les vitres de ce bâtiment de 3 étages soient impeccables avant la fin de la journée. Alors il est derrière chacun de ses gars. Ouais, Philippe, Théo, t'es au premier étage. Ils sont en train de fumer un clop. Faut pas qu'ils tapent la disquette trop longtemps. Tu vois, là, il y a des traces, là. Ouais, donc après, là, ouais. on peut faire mieux. Ok. Ne vous fiez pas à son sourire, Rachid ne laisse jamais rien passer. Bah, il reste ça à faire. Il reste le matériel à nettoyer, il reste le matériel à ranger. Ça c'est sûr, elle est toujours derrière, on ne le voit pas. Comment ça? On ne le voit pas venir. Le jeune. Jusqu'à la moindre trace de scotch. T'as pas de grattoir? Si. Un chef sévère, mais juste. Même ses troupes le reconnaissent. Il est facile à travailler, Rachid? Ouais, carré mais souple, ça va. Donc, ouais. Moi, si je tombe sur une société, les chefs sont agréables, ben je reste. Ils sont pas agréables, je fais mon temps, je m'en vais. Hein. Voilà, je passe chez quelqu'un d'autre. Fini. Comment être un bon dirigeant, se faire respecter et surtout se faire obéir? Nous avons tous eu affaire à des petits chefs aux méthodes discutables. Des spécialistes des coups de pression et des insultes, dénoncés jusque dans les pages faits divers de nos journaux. Vous aviez titré quoi Un patron de salarié condamné pour harcèlement sur 12 de ses salariés. Et en fait, j'avais dressé toute la liste qui allait de connasse à bon à rien, tu fais de la merde, salope, paysan, petit con, feignant, connard. Dans les usines textiles des années 60, les contremaîtres utilisaient le sifflet. Aujourd'hui, c'est fini, mais rien n'empêche nos patrons de vriller quand même, enivrés par le pouvoir. Un des problèmes avec le pouvoir, c'est la soif du pouvoir. C'est que c'est une soif intarissable pour beaucoup de personnes, et même s'ils ont plus de pouvoir, ils en veulent encore plus. Il arrivait et il jetait vraiment les dossiers, ça envoyait. Comment exercer son autorité sans en abuser? Le pouvoir ferait-il appel à nos plus bas instincts? Et donc ce jour-là, on s'engueule dans mon bureau il est en mezzanine, et j'ai un flash et je me dis, je vais le pousser dans le dos et je vais résoudre tous mes problèmes en une seule seconde. Du recadrage énergique au harcèlement moral, en un mail, la ligne rouge peut être franchie. Vous avez un poste, des tâches et un salaire, alors faites votre boulot. Elle m'a dit qu'elle prenait plaisir à humilier ses collaborateurs. Si on prend plaisir à être craint et à humilier, nous sommes en train de parler de perversité. Patron tyrannique, petit chef repenti, voyage dans la tête de ceux que le pouvoir a rendus fous. Ce trajet, Chantal l'a fait durant 2 ans, la boule au ventre et la gorge serrée. À un moment donné, me foutre en l'air en voiture, c'était effectivement une solution qui me paraissait l'idéal pour ne plus aller travailler. Et chaque matin, je me disais à quelle sauce on va être mangé. Qu'est-ce que je vais prendre dans la tête aujourd'hui? Qu'est-ce qui va m'arriver? Chantal n'a pas supporté la pression de son patron. Au point que lorsqu'elle arrivait, je me garais devant, là, ici. Elle vérifiait toujours si la voiture du chef était déjà là. Et lui, il se garait où? Ici, devant. Ça vous fait bizarre de retourner ici? Oui, ça me met mal à l'aise, en fait. C'est vrai? Ouais. Vous êtes pas bien, là? Non, du tout. Elle n'était pas revenue ici depuis sa démission il y a 8 ans. C'est pas des bons souvenirs? Non, pas vraiment, non. Chantal était assistante commerciale pour cette entreprise qui fabrique des pompes pour les plateformes pétrolières. Elle est aujourd'hui en procès avec son ancien patron, qu'elle accuse de harcèlement.
Mais elle n'est pas la seule. 17 autres personnes ont porté plainte pour les mêmes faits. Un petit café ? Allez. Ce matin, avec un mécanicien de la boîte et une comptable, ils nous racontent leur version des méthodes expéditives du patron. D'abord, ils nous parlent de mots déplacés et d'insultes. C'était souvent t'es bon à rien, tu vaux rien. Et après, avec les petites blagues qui vont bien, quoi. De toute façon, d'un âne, on n'en fera jamais un cheval de course. C'est bon, tu vas finir balayeur. Et les personnes de couleur. Alors là, c'est. Moi, j'ai entendu le mot négro plusieurs fois. Tiens, négro, on va faire ça. T'es la dernière des dernières. Enfin, vous êtes la dernière des dernières, puisqu'ils nous vous voyez. Et puis après, ce travail, c'était tout le temps du t'es un incapable, c'est du travail de merde. La phrase que je me souviens toute ma vie, c'était un jour j'avais des chaussures dans ce style-là. Et il dit regarde celle-là, mais des chaussures de petite fille, alors qu'en fait, au fond, c'est une salope. Sur le coup, j'ai rien dit, en fait, j'ai tracé, j'ai fait genre, j'ai pas entendu. Et après, il était 2-3 à côté à rigoler. Après, Puis il y a eu les humiliations en public. Il arrivait et il jetait vraiment les dossiers, ça envoyait tout voler sur la table. Enfin, c'était vraiment violent, quoi. C'était avec des insultes derrière, en réunion, avec tout le monde présent, quoi. Et après, c'était petit personnel de se baisser et de ramasser par terre. Un patron qui se disait rigoureux, exigeant, et qui, d'après eux, ne prenait jamais de gants. Ça va s'arrêter ce soir pour certains. Ou alors ce genre de choses. C'est quoi ce bordel? Comment faut-il vous le demander? J'attends. Vous posez des questions sur vos propres compétences. Moi, je sais que j'ai perdu confiance en moi. Leur ex-patron était un autodidacte. Parti de rien, il a monté une entreprise dynamique dans un département pourtant sinistré. Sa fierté, avoir créé une trentaine d'emplois. Vous aimiez votre travail? Oui, bien sûr. Ah oui, c'était passionnant. Tous, je pense que tous, on est unanime à le dire. Tous. Oui, mais ça, je le dis souvent. C'est le travail le plus intéressant qui m'a été donné de faire. Moi, je m'éclatais complètement dans mon travail. En première instance, le tribunal correctionnel a condamné leur ancien patron à 1 an de prison avec sursis et à 15 000 € d'amende pour harcèlement moral sur 12 plaignants. Il a fait appel de cette décision, niant en bloc toutes les accusations portées contre lui. Son comportement et son mode de défense ont étonné jusqu'à cette journaliste. Laure Moisset était présente à l'audience ce jour-là. Et donc, on a face à ces employés un chef d'entreprise qui se présente assez sereinement, finalement, mais tout en montrant de suite son incompréhension d'être là, à la présidente, et que finalement, quand on lui pose la question « mais pourquoi autant de monde viennent dénoncer les mêmes faits ?», il répond qu'en fait, c'est un complot, ou en tout cas que les gens se sont ligués contre lui pour lui soutirer de l'argent. À plusieurs reprises, nous avons échangé avec lui par mail. Il a refusé de nous accorder une interview. Qu'est-ce que vous cherchez? Mais il nous a répondu par téléphone, sans savoir qu'il était enregistré. À nous aussi, il dit ne pas comprendre ses plaintes et ne voit pas ce qu'il y a de brutal dans son attitude. Ou est-ce qu'il y a des choses que vous feriez autrement? Non, je pense sincèrement que si on n'avait pas mis cette rigueur dans cette entreprise, on ne serait plus là depuis longtemps. Voilà. Alors la rigueur, nous, ça a été constante, parce que nous, on doit être exigeants, d'être collégial, d'être ensemble, d'apprendre. C'est comme ça qu'on apprend. Moi, quand j'étais apprenti, je m'en allais pas à 5 heures. Au revoir. Il n'a pas souhaité non plus que nous interrogions ses salariés. Munis d'une caméra cachée, nous nous sommes quand même rendus à la sortie des bureaux. Bonjour, je suis journaliste. Je travaille. Cet homme travaille dans l'entreprise depuis une dizaine d'années. Il gueule, moi, des fois c'est justifié, après il gueule peut-être un peu fort, mais c'est aussi le personnage qui est comme ça, c'est un ancien marin, c'est mon patron, c'est un mec qui est très droit en fait. D'accord. Qui est très droit et très juste. Peut-être il est un peu, des fois il peut être un peu rustre, un peu dur. Ça, les gens ne comprennent pas forcément, mais c'est quelqu'un qui est très carré. Et à chaque fois qu'il m'a gueulé dessus, c'était justifié 10 fois. Vous pensez pas qu'il se conduit comme un petit chef? C'est le chef. C'est le chef, c'est lui. Bah, franchement, avec ce qu'il me paye, croyez-moi, il peut me demander de venir un peu tard le soir ou ça serait me moquer de lui de ne pas accepter. Dans cette affaire, il y a beaucoup d'aspects qui relèvent du ressenti. Mais à la lecture du dossier, certains chiffres interpellent. C'est un dossier effectivement impressionnant par l'ampleur des plaintes. Moi, j'ai reçu un nombre important de salariés et je peux vous dire que ce n'est que la partie visible de l'iceberg parce que sur la quinzaine de plaignants qui se sont retrouvés devant la juridiction répressive,
j'ai peut-être entendu une 40aine de salariés. L'expertise psychiatrique de ce monsieur, qu'est-ce qu'elle a donné? Le seul terme, moi, qui m'apparaissait frappant dans cette expertise, c'est le terme paranoïa. Souvent, le corollaire du pouvoir et de l'exercice abusif du pouvoir, c'est la paranoïa. Comment le pouvoir agit-il sur notre comportement? Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Nous sommes allés poser la question à Samuel Bendahan. Vous avez ici les statuts des 3 fondateurs. Ce chercheur suisse, aujourd'hui élu au Conseil national où il nous reçoit, la grande voûte, travaille depuis une dizaine d'années sur le leadership en entreprise. Là, c'est là qu'on travaille. Pour l'instant, personne ne travaille parce qu'on est en pause. Et vous qui avez étudié le pouvoir, c'est un peu original quand même de l'exercer à présent. Oui, en même temps, c'est peut-être une bonne chose que des gens qui se méfient du pouvoir essayent de s'y frotter, tout en étant conscients des dangers. Samuel Bendahan fait régulièrement des expériences avec des volontaires qu'il met en condition. Dans une expérience, par exemple, des chercheurs ont demandé à des gens de réfléchir à une situation où ils avaient beaucoup de pouvoir, et d'autres ont dû réfléchir à une situation où ils avaient peu de pouvoir. Et après, ils ont dû tracer un E majuscule sur leur front. Il y avait un stylo, ils devaient tracer un E majuscule. Puis après, on regarde comment le E est. Il y a certaines personnes qui ont tracé le E à l'envers et d'autres à l'endroit. Pourquoi? Parce que si les gens traçaient le E à l'envers pour eux, en fait, il est à l'endroit pour vous. Alors que si je trace le E à l'endroit pour moi, il est à l'envers pour vous. Et on s'est rendu compte que les gens qui ont beaucoup de pouvoir ont écrit le E pour eux, alors que les gens qui ont pensé à peu de pouvoir ont écrit le E pour les autres. Ça montre aussi le degré de considération que les gens ont les uns pour les autres. En fait, en ayant du pouvoir, on renforce l'ego et on affaiblit notre conscience du bien commun. Si je vous donne la possibilité de voler quelque chose, il y a un billet de 100 € qui traîne par terre et vous dites est-ce que je vais le voler ou pas, ou le rendre à son propriétaire. Il y a quelque chose dans votre tête qui va dire c'est pas bien de prendre cet argent. Si vous avez beaucoup de pouvoir, en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que cette petite voix, cette conscience, aura moins de force par rapport à une autre voix intérieure qui dit « j'ai envie de ces 100 francs ». Le risque d'abus de pouvoir, tous les chefs d'entreprise y sont confrontés, surtout quand ils sont seuls aux commandes. Quand Christophe a dépassé les limites avec ses employés, il n'y avait personne pour lui ouvrir les yeux. Le jeune patron avait emprunté 200 000 € pour monter sa boîte. Elle devait marcher, coûte que coûte. Je suis pas un mec violent. Je suis un mec sans doute assez dur, assez sharp. J'aime bien qu'on soit précis. Je suis un mec dans la performance et je pense qu'on peut toujours s'améliorer tous. La question du point de vue du boss, c'est de dire est-ce qu'il est normal qu'on n'y arrive pas du tout? Bah non, c'est pas normal. Et ça peut justifier que quand même, en fait, on secoue un peu l'équipe pour obtenir le résultat. Un jour, Christophe signe un contrat décisif pour la survie de son entreprise. Le projet n'avance pas. Il ne lâche pas son équipe d'une semelle. Les gens qui ont pensé le projet, ils ont fait n'importe quoi. Et ce que je fais, c'est un mauvais comportement, c'est que je commence à faire ce qu'on appelle du micromanagement. En fait, je commence à dire, maintenant, tous les matins, on fait un morning meeting de 15 minutes dans lequel vous m'expliquez tout ce que vous avez fait la veille, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui. Il y a des moments où, forcément, ils se rebellent, quoi, en disant « mais laisse-nous travailler ». Et moi, je leur dis, parfois en criant, mais quand je te laisse travailler, en fait, tu branles rien. Il te manque une case, c'est pas possible, il te manque une case. Et rien que ça, en fait, si vous le dites avec suffisamment de violence, en fait, c'est très destructeur. Ça vous donne un supplément. Au nom des résultats de sa boîte, Christophe leur met une pression beaucoup trop forte et finit lui-même par basculer. Parce que je dors pas, parce que j'ai peur, parce que j'ai juste envie de les tuer, en fait. J'ai envie de les tuer. Je me suis vu en mode, je le pousse là dans l'escalier, s'il y reste, ce sera un bel accident, quoi. Voilà. Je me détestais. Je me dis, t'es un sale mec, quoi. C'est schizophrénique. Vous avez une personnalité qui est hors d'elle, qui ne se contrôle plus, et vous avez la personnalité qui est à l'intérieur, qui dit « mais qu'est-ce que t'es en train de faire ?» Il n'existe aucune formation pour apprendre à maîtriser le pouvoir et ses effets pervers. Christophe a fini par se faire soigner par un psy, puis il s'est fait coacher. Stéphanie Roels est une ancienne RH convertie en coach de dirigeants. Des pharmaciens, des cadres, des patrons du CAC 40. Parmi eux,
beaucoup sentent qu'ils pourraient déraper. Moi, ce que je constate souvent chez mes clients, c'est qu'ils mettent en opposition bienveillance et autorité. L'opposé de l'autorité, c'est le laxisme. L'opposé de la bienveillance, c'est la malveillance. Et ce qui est certain, c'est qu'un grand leader est bienveillant et autoritaire. En une dizaine de séances individuelles, elle explique par exemple comment critiquer des employés sans les blesser. Au lieu de dire à quelqu'un « t'es timide, tu t'intéresses pas aux clients, tu te fais dépasser, t'es trop stressé », qui atteint vraiment l'estime de soi de la personne, il est beaucoup plus constructif et bienveillant de décrire qu'est-ce qu'on attend de la personne en situation. Par exemple Par exemple, dans cette situation, dans cette réunion avec les clients, ce que j'attends de toi à l'avenir est que tu regardes les personnes avec le sourire et que tu expliques ton dossier en allant jusqu'au bout, même si on te coupe la parole. Donc il y a des petites règles comme ça de communication, mais qui peuvent faire qu'on passe d'un management plutôt toxique à un management plutôt bienveillant, plutôt constructif. Mais toutes ces règles, quand on est jeune et qu'on débute, on ne les connaît pas. Alors toi, tu veux pas te marier, par contre, tu t'es associée. Mais c'est pire. Mais oui, c'est vrai. Belinda a commencé à diriger des salariés à seulement 20 ans. Au début, c'était une catastrophe. Le problème quand on est jeune manager sans formation, c'est qu'on a peur que les équipes nous suivent pas. Je pense que c'est une vraie peur. Et du coup, c'est mal géré. Et au lieu de les accompagner pour qu'ils nous suivent et les encourager à nous suivre, au contraire, on va les braquer en leur disant « Qu'est-ce que tu fais ? Mais pourquoi ? Mais où tu vas ? C'est maintenant ?» 10 ans plus tard, elle a changé. Elle a compris que la réussite de son business passait avant tout par le bien-être de ses salariés. Si je peux vous demander ce que c'est que ça, le livre. Livre ? C'est mon cadeau d'arrivée dans l'entreprise. Mon boss est nul, mais je le soigne. Voilà. Je veux dire que de temps en temps, oui, je risque d'être direct ou je risque de pas dire merci au bon moment, mais que je lui dirai plus tard parce que je sais qu'il a bien travaillé, mais que sur le moment, j'ai pas le temps. Malgré la mode du management bienveillant et participatif, les petits chefs continuent de sévir. D'après une étude récente, aujourd'hui en Europe, un salarié sur 10 se sentirait harcelé par son boss.